Chers amis de Beffroi Vision, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous sommes début novembre 2020 et nous vivons actuellement une crise sanitaire, une crise économique, mais également avec un renforcement du plan Vigipirate. Nos concitoyens sont une nouvelle fois confinés avec des règles qui ont un peu changé par rapport à la dernière fois. Les écoles restent ouvertes, beaucoup de nos concitoyens continuent de travailler et finalement, il y a beaucoup de personnes qui circulent. Bonjour Monsieur le maire, merci d'avoir répondu à notre invitation tant attendue de nos concitoyens. Nous allons, si vous voulez bien, voir cette crise sanitaire au Cateau, comment elle nous touche, parler du fonctionnement des services publics au Cateau, évoquer évidemment l'éducation, mais parler de nos petits commerces. Nous parlerons également de nos aînés, pour terminer également par la sécurité. Crise sanitaire, je le disais en commençant, le Covid-19 fait des ravages partout dans le monde. Quelle est la situation dans le Catésie et en particulier au Cateau, monsieur le maire? Bonjour à toutes et à tous. La situation dans le Catésie comme dans le Cambrésis est très grave et elle a connu une hausse très sensible des cas Covid sur notre territoire. Alors c'est vrai que cette deuxième vague était attendue. Elle avait été annoncée en juin et on l'attendait pour octobre. Malheureusement, elle a été au rendez-vous et plus fort que ce que pouvait penser le Haut Comité de la Santé et nos élus au niveau national. Elle se propage à une vitesse grand V. Elle ne touche pas seulement les gens fragiles, nos aînés, elle touche actuellement toutes sortes de générations. Et c'est vrai que nous sommes pris d'assaut dans le monde de la santé. Pour vous indiquer quelques données chiffrées, à l'hôpital du Cateau, actuellement aujourd'hui, on est le 5 novembre, on a 26 cas de Covid dans l'hôpital. Qui ne veut pas dire 26 cas qui seront suivis d'une hospitalisation en réanimation. Mais on a 26 cas recensés. On a des cas en soins de suite et de réadaptation, des cas en urgence, des cas dans les lits de soins continus. Cet effectif bouge tous les jours. Ce qui est aggravant, c'est que les personnes qui ont le Covid, qui auraient besoin de trouver des places en réa, c'est compliqué. Vous savez, on avait au début de la première pandémie 5500, 6000 places en réa. On n'arrivait qu'à 7000 sur le territoire national. Et les places en réa n'étaient pas couvertes à 50% par des gens Covid. Aujourd'hui, puisqu'il y avait des gens qui avaient des opérations, des urgences et tout, qui prenaient des lits de réa. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. Les lits de réa sont pris en majorité par des gens qui ont le Covid. Ça veut dire que la pandémie s'accroît. Autre facteur aussi déterminant, c'est que la durée en réanimation est plus longue qu'à la première pandémie. Première pandémie, c'était 5-6 jours. Ici, on a des durées de 10-12 jours. Alors, vous connaissez tous, moi j'ai des amis, des relations qui sont en réanimation à Cambrai ou à Valenciennes. Et je peux vous dire que certes, ça touche plutôt les aînés, des gens comme moi. Ça touche plutôt les gens qui bougent, les gens qui sont en action, ou les gens qui ont une vie familiale intense et qui ne prennent pas de considération. Mais ça touche tout le monde. Et ça, je pense qu'on ne l'avait pas mesuré. Alors, on nous avait annoncé qu'on allait avoir 12 000 lits de réa. En toute honnêteté, on est loin du chiffre. Si on arrive à 7 000, 7 500, c'est un bon chiffre. Et je suis très inquiet parce que c'est une vague qui est terrible, qui touche tout le monde. Alors, ce que je suis un peu, je dis à la population, il faut savoir rester calme. Et quelquefois, on mélange le Covid avec un état grippal, puisque c'est la période de la grippe. Malheureusement, l'état grippal ne dure que 2 ou 3 jours, c'est une poussée de température. L'indicateur pour le Covid n'est pas seulement la température, et on peut avoir même le Covid sans avoir une température excessive. La température vient quand on est à phase ascendante du Covid. Donc il faut être prudent. Alors on a 2 possibilités. On peut se faire détecter avec les tests PCR traditionnels qu'on a connus tout au début, et puis maintenant vous avez des tests antigénériques qui permettent d'avoir une solution rapide, une décision. Ça commence à être sur le marché. Mais ces tests ne sont pas viables à 100%, ils méritent d'exister.
Et je crois que malheureusement, tout le monde est touché, que le Cateau ne fait pas exception à Cambrai, à Caudry, dans le Solémois ou dans le Valenciennois. Le Cateau fait partie prenante de la progression du Covid dans le département du Nord et dans la région des Hauts-de-France, comme le Covid progresse partout en France. Donc je dis tout simplement qu'il faut être encore de plus en plus prudent, mes chers citoyens. Je pense que les gestes primaires restent essentiels. Je vous invite tous à continuer à porter le masque. Porter le masque, c'est le porter quand vous sortez de chez vous. Et quand vous recevez de la famille, des amis, même si maintenant les autorisations, c'est très limité par la loi. Je ne dis pas ça pour faire un peu de morale, je ne suis pas un moralisateur. Je dis simplement, porter le masque, vous protégez l'autre. Si vous ne le portez pas, vous protégez pas vous-même, mais vous ne protégez pas les autres. Et on vit en société. Et à ce moment précis, moi, je pense beaucoup aux soignants. Parce que les soignants, ils ont vécu une première période qui a été très difficile. En mars, avril, mai. Ils ont tenu la barre. Ils ont été courageux. Quand je mets les soignants, je mets tous les professionnels de santé. Les médicaux, les infirmières, les ASH, les personnes qui transportent, les ambulanciers, tout ce que vous pouvez imaginer qui tourne autour de la vie hospitalière. Et là, ils ont un deuxième courant, un contre-coup, qui arrive avec un effet masse encore plus important, et sur lesquels ils ne pourront pas répondre à tout. Alors, il y a en ce moment, j'en connais, un peu de burn-out, un peu de stress, et puis les soignants en ce moment, il y en a certains aussi qui ont le Covid. Ils ne sont pas exonérés. Le Covid, ils peuvent l'attraper dans leur vie professionnelle, mais quelquefois, ils le rattrapent aussi en revenant chez eux. Donc, il faut qu'on soit tous vigilants, dire que ce n'est pas quelque chose qu'on n'aura pas, c'est quelque chose que potentiellement, sans faire d'erreur, on peut avoir dans notre vie sociale, et il faut être très prudent. Donc moi, je pense sincèrement, d'après les chiffres que j'ai, soit de l'Agence régionale de santé, soit du pôle métropolitain, ou des hôpitaux de Cambrai et de Le Cateau, sincèrement, il faut être très prudent. Et je pense qu'on est le 5 novembre, dans une quinzaine de jours, on aura encore un pic beaucoup plus fort. Donc prudence et respect des règles élémentaires. Alors la ville du Cateau a pris des mesures supplémentaires comme le port du masque et vous avez également fait une distribution de masques. Oui, alors le port du masque, moi je pensais qu'il y a une douzaine de jours que j'ai pris cet arrêté, je pensais que l'État l'aurait repris au niveau national. Il n'en a pas été à l'époque. Et je pense que c'est le port du masque, c'est un des éléments les plus protecteurs comme le lavage des mains. On sait que nous, les Français, nous sommes des latins, nous sommes habitués à parler, à se serrer les mains, à s'embrasser, à vivre ensemble, à montrer des gestes, et on le voit bien même avec les enfants dans la cour d'école. Donc j'ai voulu dire que la crise est là, elle est forte, et j'ai voulu rendre le port du masque obligatoire. Je pensais que l'État l'aurait fait dans ses préconisations. Et le deuxième point que vous m'avez soulevé, c'était... La distribution des masques. Oui, alors on a fait une opération samedi, il y a 2 semaines, de distribution des masques. Avec mes collègues élus, on a senti qu'il allait y avoir ce rebondissement dans le Covid. Et on avait acheté et qu'on avait stocké des masques et on a voulu les dispatcher à la population. Hein. Ils provenaient de où ces masques ? Ils proviennent, je ne vais pas dire le nom de l'entreprise, mais d'une entreprise de brodeurs de Villers-au-Très-Haut. Alors c'est des masques en tissu. Je sais bien que certains préfèrent des masques en papier, sauf que les masques en papier ont une durée d'une part de vie moins longue. Moi, facilement, j'utilise 3-4 masques papier par jour. Au bout de 4 heures, il faut les changer. Ils ne sont pas difficilement, sur le plan de l'écologie et développement durable, à retraiter. Et les masques en tissu qu'on a offerts, c'est certes, quand vous avez chaud, vous êtes dans des pièces chauffées comme ici, dans des salles de réunion, c'est plus difficile à supporter. Mais je pense sincèrement que si vous respectez l'entretien, au point de vue qualité, c'est meilleur. Nos services publics, comment la ville du Cateau s'est-elle organisée avec cette crise du Covid ? La ville du Cateau n'a pas changé partout son activité. Les services de la mairie, les services techniques sont restés ouverts tout le temps. On a même maintenu une garde des adjoints, une garde des services techniques pour intervenir. Notre service de police municipale fonctionne.
correctement. La bibliothèque, comme on ne peut plus avoir accès à certaines formes de culture, la directrice de la bibliothèque a relancé une sorte de drive de prêt de livres et qui marche très bien avec des infections et tout. Je pense que c'est apprécié. Le cinéma, le volet culturel, il a dû fermer, puisque c'était dans le décret du 29 octobre 2020 de l'État. L'harmonie municipale a dû interrompre. Les associations sportives, j'ai dû fermer les 2 complexes sportifs, et même au niveau de l'agglo, j'ai dû fermer les 2 piscines pour des questions à la fois d'hygiène et de responsabilité. Et dans l'ensemble, on a essayé de maintenir une vie normale pour les gens que l'on pensait, mais chacun doit avoir des considérations, que tout ne peut pas être normal. Alors on est présent, le CCAS a renforcé des contacts avec les personnes de plus de 65 ans et un suivi. On a renforcé aussi nos équipes de chez les personnes âgées à domicile. Notre école d'ASH intervient de plus en plus comme renfort sur le pôle de santé. Je crois qu'on a mis tous les ingrédients dedans pour essayer de passer au mieux ces moments. Mais la population doit comprendre qu'on travaille pour elle. Et la population doit comprendre qu'il faut respecter les règles qu'on édite. Alors c'est comme toujours dans la société, 90-95% ont bien compris le message, d'autres sont toujours récalcitrants, mais maintenant avec l'État, il y aura des pouvoirs de plus en plus draconiens en termes d'amende de suivi. La déchetterie, vous n'en avez pas parlé, mais reste ouverte? La déchetterie, en accord avec le CIAVED, reste ouverte, c'est un service public assimilé, et fort heureusement. Même, je vais vous dire, la collecte des déchets au domicile reste. Rien ne serait pire que si nos éboueurs, nos gars derrière les camions, ne travailleraient pas. On mettrait un problème de santé, un problème complémentaire en hygiène de suivi. Et là, je félicite tout le monde. Vous savez, tous les gens qui sont mobilisés, vous ne pouvez pas imaginer, dans la vie d'un pôle de santé, d'un hôpital, du clinique, le nombre de métiers qui existent. Tout le monde répond présent. Alors, par moment, on a des opérations qui prennent du temps. Par exemple, dans les travaux, puisqu'il suffit que quelqu'un ait le Covid dans une équipe pour que toute l'équipe est suspendue. Donc, ça nous fait du retard. À l'hôpital aussi, il y a des services qui souffrent. Donc, on essaye de vivre avec cette hantise. On a eu des cas de Covid aussi chez nous, dans nos services publics de la mairie ou de l'agglo. Mais ça concerne tout le monde. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de la police municipale. Quel est son rôle aujourd'hui ? Alors la police municipale, je l'ai recentrée un peu plus sur ses actions proches des citoyens. J'estime qu'on a une gendarmerie qui vient d'être renforcée de 2 membres. La gendarmerie est là pour faire respecter le pouvoir de l'État, les interventions de l'État. Elle dépend d'ailleurs directement du procureur de la République. J'ai voulu que la police municipale soit encore plus proche des gens. Être proche, c'est pas pardonner les erreurs des citoyens. Être proche, c'est bien surveiller, bien vérifier que ce que l'on met en place est respecté. Donc c'est plutôt un service de proximité. On continue à faire les enquêtes à domicile pour la salubrité, on continue à surveiller le respect des règles, on continue à aller déposer plainte quand on a des dégradations sur nos bâtiments publics, à délivrer les passeports, les cartes d'identité. Mais là aussi, dans la police, on est confronté à un problème d'un collaborateur de qualité qui est en arrêt depuis le mois de juillet. Et on est obligé aussi de donner des congés par période. Mais on continue à visualiser le stationnement. On a un service opérationnel sur la visualisation des caméras. Et les Cadésiens ne savent pas tout ce qu'on détecte avec nos caméras posées. Et on résolu d'entrée de jeu à peu près 80% de ce qui se passe comme dégradation ou autre. Et après, il y a des enquêtes un peu plus poussées. Donc la police municipale est là pour être proche de la population, mais dire à chaque citoyen, il y a un cadre dans lequel on peut vivre ensemble. Si vous ne respectez pas le cadre, vous êtes verbalisé. Et ça arrive souvent. Et dernièrement, vous les avez fait équiper de caméras. Oui, alors on les a dotés de caméras vis-à-vis contact piéton. Vous savez, il y a un sentiment. D'abord, on a une police municipale armée. Pas beaucoup de communes l'ont.
On a vécu une période difficile avec une agression contre des agents de la police municipale et j'ai voulu les sécuriser, les renforcer avec des caméras piétons. L'avantage d'une caméra piéton, c'est que si le policier le déclenche, l'entretien on l'a, la preuve on l'a. Et on ne fait pas de cadeaux et on peut dire à monsieur le procureur de la République, regardez, il y a un témoin. La caméra, le visionnage, il est conservé pendant un certain temps. Donc j'ai dit, il faut tout mettre en place pour rassurer notre police municipale qui fait, à mon avis, un très bon travail. Si vous voulez bien, maintenant, on va parler de l'école. Concernant le retour à l'école, finalement, comment s'est déroulée cette rentrée? Monsieur Villain, mesdames, messieurs, très mal. Il est rare que je donne un coup de gueule, non, ça, j'en donne souvent. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Blanquer, avait pris une décision 10 jours avant la rentrée, en disant, façon médiatique, la rentrée des écoles se fera le lundi à 10h, et on rendra un hommage à Samuel Paty, qui était l'enseignant qui a été décapité, ce qui me paraissait tout à fait logique, mais on faisait rentrer les enfants à 10h, sous la pression des maires, sous la pression du département, de la région, parce que derrière, il y a les problématiques de transport des élèves. On arrivait à infléchir la décision. Seulement, monsieur le ministre n'a fait son changement que le vendredi vers 17h. Tous les autres services étaient fermés. Néanmoins, on assurait, nous, pour nos écoles, dans un contexte difficile, je ne vous parle pas, l'inspection académique était fermée, le personnel était en congé, les enseignants aussi. On a assuré à la fois un service pour faire entrer les enfants à 8h30, puisqu'il y avait un changement, et un autre service pour 10h. Dans l'ensemble, ça s'est relativement bien passé, puisqu'on a des enseignants qui sont compétents, qui sont ouverts, et qui arrivent à nous écouter, qui ont une capacité d'écoute envers les parents et envers nous. Mais les consignes en termes d'hygiène, on ne les a pas eues à l'ouverture, on ne les a pas encore aujourd'hui. Il y a certes un décret, mais derrière la finalité, on ne sait pas qu'est-ce qui a changé par rapport au dernier confinement, le nombre d'enfants, on est encore un peu, je dirais, dans beaucoup d'incertitudes. Et je pense que c'est un peu le problème du gouvernement, c'est que par moment, on navigue à vue, quoi, je veux dire. Et là, nous, on est au contact de nos populations, ce qui fait qu'on est sous stress. Vous savez, quand on dit qu'il fallait une autorisation délivrée par les directeurs d'école, combien de gens sont venus chercher des autorisations de sortie à la mairie, alors que c'était pas à nous à le délivrer. C'est le directeur d'école qui doit certifier, ou la directrice qui doit certifier la présence de l'enfant. Concernant la cantine, contraint de limiter le nombre de places à la cantine, finalement, vous avez pris une décision importante. Oui, alors c'est Olivier Descamps qui a pris cette initiative, il a bien fait. On a un protocole d'accord avec le département par le biais du collège. Il faut dire que la cantine est de qualité, qu'on a de bons rapports avec le collège. Sauf qu'il est venu arriver des nouvelles normes sanitaires, qui sont encore un peu plus drastiques que celles d'avant. Et je rappelle qu'entre-temps, on a imposé le masque pour les enfants de 6 ans. Avant, on disait le masque n'est pas obligatoire pour les enfants, il n'y a pas de danger. On disait simplement, le ministre de la Santé, que l'enfant peut être porteur, mais il est transmetteur, mais pour lui, il n'y a pas de risque. Ici, on avance dans un autre sens. Ce qui fait que les mesures à la cantine, se sont renforcées, sont drastiques. Nous, on a à peu près 90 places à la cantine pour nos élèves. Premièrement, on est avec les nouvelles normes maximum 75 parce qu'il faut les transporter, il faut les ramener les enfants. Il y a 2 services. N'oublions pas que nous prenons les maternelles et les élémentaires. Et c'est très complexe. Et avec les nouvelles normes, on n'a même plus la même capacité. Je vois bien, vous avez vu à la télé, c'est un problème majeur la cantine dans les lycées, dans les collèges, un peu partout. Les jeunes vont manger en même temps. Il n'y a plus de distanciation, il n'y a plus de respect des règles. Et nous, on a voulu rester droit dans les potes avec le collège et respecter les règles, ce qui nous fait diminuer notre potentialité, notre capacité d'accueil et essayer de maintenir le service. Alors Olivier Descamps fait un travail formidable. Il essaye d'abord à l'amiable de dire aux parents qui peuvent garder les enfants. Pour les parents qui ne travaillent pas, il faut les garder. Après, on doit comprendre bien sûr qu'il y a des parents qui travaillent. Donc il faut repenser autrement notre société, essayer de revoir aussi
si les écoles qui vont en même temps, qui apportent le plus d'enfants, ne pourraient pas s'associer sur nos 4 groupes scolaires pour équilibrer. Alors, il faut savoir aussi que notre cantine, elle connaît de plus en plus de succès. Et donc, il y a plus en plus d'appels à venir à la cantine qui est proposée par la ville avec le collège. Si vous voulez bien, monsieur le maire, on va maintenant parler des commerçants. Avec les maires de Solesmes, de Caudry, de Cambrai, vous avez souhaité montrer votre soutien envers les commerçants. Mais apparemment, il n'y aura que le Cateau qui aurait pris un arrêté autorisant l'ouverture des commerces non essentiels. Alors bon, samedi dernier, on s'est réunis au téléphone, réunion téléphonique avec François-Xavier Villain, Guy Bricou, et après on a associé le maire de Solesmes. On était outrés des positionnements du gouvernement sur les petits commerces. On avait chacun notre histoire vécue, chacun des exemples. Bon, moi, les coiffeurs, par exemple, on laissait les coiffures à domicile, mais le salon de coiffure, on connaissait nos commerçants, tous nos commerçants qui respectent les règles en termes de vêtements ou tout ce que vous pouvez, même le cordonnier. Vous avez toutes les règles qui sont bien posées, bien respectées par nos commerçants. Nous avions jugé qu'il fallait mieux renforcer, si le gouvernement le voulait, les mesures sanitaires pour encore améliorer la sécurité. Et puis, je vous cache pas que moi, je suis outré. Quand je vais à l'Aglo, vous savez, le bâtiment est à la sortie de Beauvois. Il y a une quinzaine de jours, je reviens. À partir de Beauvois, il y a un ralentissement. Je croyais qu'il y avait un accident. Mais il y avait un flux de population qui se rendait dans un grand hypermarché dont je tairai le nom. Donc, il ne faut pas me dire que les règles de confinement sont respectées. Combien qu'il y avait de citoyens qui étaient là-dedans, de tous les horizons. Il n'y avait pas de contrôle. Il n'y avait plus, vous savez, dans le temps, on mettait au premier confinement, on nettoyait les caddies et tout, et là, on affluait tout le monde. Alors, on s'est dit tous les 4, on nous impose des mesures barrières pour nos commerçants locaux, qui respectent, et dans les grandes surfaces, c'est la grande liberté totale. Vous essayez ici une paire de chaussures chez notre commerçant, un vêtement, il est nettoyé après. Là-bas, dans les hypermarchés, vous touchez à tout. Et donc, on a dit, c'est peut-être pas le meilleur moyen de sécuriser vis-à-vis du Covid. Il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, on a dit, on va montrer que l'on n'est pas d'accord sur ces mesures qui touchent encore une fois les plus petits. Et donc, on avait pris la décision ensemble de faire une lettre et de prendre une position et de faire chacun un arrêté le lundi matin. Moi, j'ai donné ma parole, j'en ai parlé à l'Union commerciale et j'ai dit l'arrêté, je le prendrai. Quand on est élu, qu'on annonce quelque chose, il faut le tenir. Bon, même si, je l'ai dit dans des journaux, l'arrêté d'un maire ne peut pas s'opposer à un décret. Mais je pense qu'il fallait montrer notre mécontentement et continuer dans cette voie. Et je pense que ça a porté ses fruits. Monsieur Castex, le Premier ministre, a commencé à reculer. Bon, pas dans le sens que nous, on voulait. C'était pas les rayons dans certains non alimentaires des supermarchés que l'on veut fermer. Nous, c'était rouvrir nos commerçants, nos petits commerçants. C'était l'enjeu. On a abouti un peu. Bon, les maires n'ont pas voulu suivre parce qu'on savait, vous savez, moi, je suis convoqué demain matin à 8h30 vendredi, pour vous dire, au tribunal administratif pour entendre que mon arrêté va être déféré. Mais je m'arrêterai pas là. J'ai déjà écrit au Premier ministre. Je travaille beaucoup parce que je fais partie de l'association des maires de France avec notre association d'élus pour continuer à monter au créneau. Mais quand on est mécontent, je pense qu'on l'avait dit à la population, il faut aller jusqu'au bout. Bon, si on a des pressions pour retirer l'arrêté, quand on est maire, on sait assumer ses responsabilités. J'assume les miennes jusqu'au bout de la démarche et je continuerai à faire pression pour faire parler les commerçants locaux et les défendre. Vous savez, les commerçants locaux, on oublie que souvent c'est leur équipement, c'est leur outil de travail. Ils sont dans les magasins, certes, mais on oublie qu'ils vont chercher de l'approvisionnement, on oublie qu'ils doivent faire la comptabilité, on oublie qu'ils doivent nettoyer, etc. C'est une vie de 12 à 14 heures par jour. Mais ils le font parce qu'ils aiment ça. Et puis après, vous avez aussi, ce qu'on oublie beaucoup, c'est tous les commerçants non sédentaires. On les oublie, ces gens-là.
Et les commerçants non sédentaires, s'ils ne sont pas alimentaires, ne peuvent plus faire de foires et de marchés. Donc on touche encore aux plus petits. Mais on est combien au Cateau de commerçants? Donc je pense qu'il faut les aider. Alors je dis toujours, je fais toujours la réflexion avec un combat de boxe entre l'État et les petits commerces. Ils ont eu un crochet du droit au mois de mars-avril. Certains ont su rebondir, certains ont su s'adapter, faire du drive ou tout ça, mais tout le monde n'a pas la capacité, ça dépend des produits. Et là, ils ont eu l'uppercut une deuxième fois. Alors je sens que ce moment-là, il est encore plus dur psychologiquement pour nos petits commerces et qu'il faut les aider. Alors il y a une solidarité comme pour les soignants au premier Covid. Je la sens beaucoup moins pour les soignants. Je la sens beaucoup moins pour les commerçants. Alors je demande aux catéchiennes et catéchiens de revenir à des valeurs, de soutenir ces types d'activités dont on a besoin. Et donc, qu'est-ce que la ville du Cateau a prévu pour les aider et quels sont les conseils que vous pourriez donner? Tout d'abord, il faut analyser les offres de l'État qui, sur le plan financier, sont correctes. On revient au système pour un petit commerçant de 1 500 €, plus l'État a aménagé, ça c'est dans tout le décret qu'il faut bien lire, a aménagé l'exonération des charges sociales. Et en comparaison avec novembre l'année dernière et novembre de cette année, il y a une possibilité, en cas de perte de chiffre d'affaires, d'avoir un compromis à hauteur de 10 000 € par rapport au chiffre d'affaires. Donc il y a des mesures. Nous, à l'Aglo, on s'est réunis avec les VP. On va proposer une communication à l'Aglo sur tous les aides qu'on peut faire, les petites et moyennes entreprises. Quoique ici, il y a des petites entreprises qui ont continué à travailler. Dans le bâtiment, dans d'autres, les artisans ont pu reprendre le boulot. Donc on va d'abord observer. Alors on va aider à remplir les documents. Et pour l'instant, c'est le statu quo, parce que continuer à aider, il faudrait qu'on le fasse tous, les maires, de la même façon, et non plus jouer une carte individuelle. Vous savez, la dernière fois, la ville du Cateau était la seule dans le Cambrésis à verser une subvention directe aux petits commerces. Ça a été compliqué, mais on est passé. Il y a des villes plus importantes qui n'ont pas pu passer leur délime. Et après, on va vérifier un peu, mais je pense que sur le Covid, je pense que la crise qu'on traverse ici va être beaucoup plus longue que la première. Et j'ai bien peur qu'au mieux, deuxième trimestre, on s'en sorte. Et je pense que peut-être qu'il y aura une ouverture pour Noël, je souhaite pour les gens, mais c'est pervers, puisque Noël, c'est des fêtes familiales où on se regroupe. C'est des fêtes où on aime bien voir ses enfants, ses petits-enfants et autres, mais c'est là aussi où c'est les fêtes familiales qui sont très dangereuses. Donc je pense qu'il faut tout faire pour aider nos petits commerces. Alors, il y a des petits commerçants qui se sont associés, les fleuristes avec des boulangers. Ce qui est positif aujourd'hui, c'est qu'on voit que les grandes surfaces, je parle du Cateau, je ne vais pas parler de conneries, Intermarché est en train de revoir sur la politique du livre et de laisser des gondoles pour la lecture. Je pense demain, ils ouvriront du partenariat, comme tous les autres du Cateau, avec des commerçants pour trouver des pistes et des solutions. Mais le plus grand danger, mes chers amis, c'est les GAFA. Les GAFA, c'est ces organismes que vous pouvez acheter à distance, vous faire livrer. Bon, il y en a qui sont très connus, qui vont prendre le marché et qui ne payent pas de fiscalité, rien du tout. Ils ne payent rien à l'État français, ils vont profiter d'un système où vous allez acheter tout ce que vous pouvez. C'est Amazon pour vous dire. Bon, il y a Amazon, il y en a d'autres, il n'y a pas qu'Amazon. Et ça se développe, même sur l'eau un plan Cadoué, on refait des entrepôts, on en a fait un mien. Donc c'est le danger de demain. Alors est-ce que vous, mesdames et messieurs, vous voulez aller dans une société plus libérale, tournée vers l'informatique, mais plus avoir de commerçants locaux? La responsabilité, elle appartient à chacun, à chaque citoyen. C'est un choix de société. Notre société va connaître, à l'issue de la deuxième tranche du Covid, un changement de mutation à tous les niveaux. J'en suis convaincu. Puis, quelques petites remarques, si vous permettez. Tout a commencé par la Chine. J'essaie d'avoir de l'information. En Chine, il n'y a plus de Covid en Chine. On peut s'interroger. Vous savez, quand on était jeune, je lisais des livres de science-fiction sur les guerres bactériologiques et autres. On peut tout estimer. Il y a des mesures qu'il faudrait que le gouvernement écoute les maires. Il a fait une rupture.
président de la République a dit qu'il veut toujours s'associer avec les maires. Et là, dans son comportement, dans ses décisions, il ne nous a pas écoutés. C'est pour ça que je ne suis pas le seul, des maires qui a été révolté. Beaucoup de maires ont été révoltés, ont défendu leur commerce local. Il y a des mesures qui, quelquefois, on a du mal à comprendre le sens des mesures. Alors bon, moi je pense qu'on va revenir à un confinement beaucoup plus strict, puisqu'il faut freiner la pandémie, et il faut arrêter de dire aux gens tout ira mieux après le 12 novembre ou au 1er décembre. On n'y pense pas que ça ira mieux, bien au contraire. Donc il faut savoir se sacrifier quelques mois pour ne pas perdre de la famille, pas perdre des amis, et qu'on essaie toujours d'être ensemble. Alors on pense beaucoup à nos aînés, et justement, est-ce que l'équipe municipale a mis en place des mesures spéciales envers eux? Oui, parce que par le biais du CCAS, on a étoffé le service. D'abord, on a des dames qui vont chez les personnes âgées qui peuvent plus tout faire leurs actes au quotidien et qui font un boulot énorme. Le service de CCAS continue à téléphoner aux personnes de plus de 65 ans pour savoir s'ils ont des problèmes, des aides et tout ça. Donc il y a un service. Nous, on a la chance d'être une petite ville. Une petite ville, ça veut dire qu'on connaît nos populations. Et c'est pas les personnes âgées qui bougent le plus dans la ville. Ce sont des jeunes, des personnes qui viennent en transit. Mais les personnes âgées, on les connaît bien, on essaie de les aider avec quelques mots, de la chaleur humaine et quelquefois des interventions que l'on fait pour elles. Alors c'est là où il y a la complexité, on avait mis un bus pour conduire nos personnes âgées faire les courses. Mais on ne peut pas les emmener dans les supermarchés. Les supermarchés, vous avez plus de gens qui y vont que de potentiel d'accueil et il n'y a pas, vous êtes derrière quelqu'un, il n'y a pas de respect des règles. Donc il ne faut pas qu'on les mette en risque. Le danger aujourd'hui, c'est de mettre des gens en position de risque si on ne prend pas des mesures adéquates. Des personnes âgées, vous ne pouvez pas leur dire le drive. Vous savez, moi je me considère un peu comme une personne âgée sur l'informatique. Je n'ai pas cette culture-là, mais il y en a beaucoup comme moi. Bon, il va falloir que je m'y mette en informatique. Mais voilà, c'est un autre genre de culture, donc il faut qu'on soit proche d'elle. Et puis les voisins doivent nous alerter. Quand ils voient quelqu'un seul, quelqu'un en difficulté, ils peuvent alerter le CCAS et on interviendra. Alors, il y a sûrement beaucoup de gens qui nous regardent qui se demandent un petit peu ce qui va se passer avec leur colis de Noël. Les colis de Noël, on avait pris une décision. On n'a pas pu faire le voyage des aînés en juin, à cause du motif de ne pas pouvoir se déplacer. J'ai dû supprimer l'après-midi d'ensemble, donc tout le monde aura le colis à Noël. Alors, on a prévu une organisation un peu différente. On va d'abord distribuer. Les gens, ils vont devoir se déplacer, mais sinon, on n'a pas d'autre possibilité. Vous savez, on est à peu près à 1800 colis. 1800. Ah oui. Ça affecte les gens de plus de 63 ans ou 65 ans. Je confonds avec l'agglo. Ils vont venir et on va les distribuer exceptionnellement au théâtre. Au théâtre, on peut rentrer d'un côté, sortir de l'autre, double porte, sécurisée. La distanciation sera respectée. Bon, Joël Manès vous donnera prochainement les dates, mais on maintient le colis, bien entendu, à nos aînés. Et nos aînés qui ne peuvent pas se déplacer, on maintient le service par des élus à domicile, tout en veillant un peu aux règles sanitaires, même sûrement, et au moins en ayant un entretien pour voir l'état de la personne âgée, l'état à la fois en termes de santé, mais surtout psychologiquement. Je crois que le drame pour les aînés, c'est la psychologie actuellement. Monsieur le maire, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis pour terminer sur une note positive, qu'est-ce que vous pouvez dire pour essayer de remonter le moral à toutes les personnes qui nous regardent? Je dirais tout simplement que je ne saurais pas quoi dire actuellement. Je pense que dans la vie, on passe tous des moments très difficiles, que celui-là est un moment hyper difficile, puisque ça affecte tout le monde. Restez calme, restez chez vous, respectez les gestes barrières. Les enfants qui veulent aller voir leurs grands-parents, faut éviter. Vous mettez en péril vos parents. Ça n'empêche pas que vous pouvez téléphoner, vous pouvez faire des courses pour eux et les mettre devant la porte.
éviter de provoquer, même ici, par exemple, il y a eu les communions au Cateau, je conçois aisément qu'il y a des familles qui n'ont pas pu réunir tous les membres. D'un autre côté, ces familles-là n'auront pas été affectées dans une réunion de famille par le Covid, parce que ça se développe de plus en plus. À celles et ceux qui travaillent, je dirais, séparez bien votre vie de travail avec votre vie personnelle. On peut ne pas faire d'excès, c'est une période de quelques mois, je pense, et plus on sera soudés, plus on affrontera cette pandémie. Alors, il y a des progrès dans la recherche. La recherche ne va jamais assez vite en France et dans le monde, parce que d'une part, cette pandémie, elle n'est pas trop bien encore connue, et d'autre part, le corps humain est différent. Donc, il faut bien faire attention. Donc, je pense que, on aura encore quelques moments difficiles. On est dans le tunnel. On ne voit pas la lumière de la sortie, mais je pense qu'on va y arriver à combattre. Sauf qu'on perdra certainement tous des gens qu'on estime beaucoup. Moi, je le disais tout à l'heure, j'ai 3 personnes que j'estime beaucoup qui sont dans des services de réa, soit à Cambrai, Valenciennes, que j'ai beaucoup de crainte pour elles. Donc restons soudés, écoutez un peu les préconisations du gouvernement, même si elles ne sont pas toujours perfectibles. Respectez les règles essentielles, lavage des mains, le masque, et la distanciation à tout prix. Après, le risque, il faut le réduire. Le risque ne sera jamais un risque zéro face à une pandémie. La pandémie peut venir sur des vêtements, sur une embrassade, sur une accolade, le bonheur de retrouver ses petits-enfants ou des parents voir leurs enfants. Alors il faut faire de plus en plus attention, et je pense que c'est un moment encore de privation des droits, puisque je pense qu'on va repartir obligatoirement vers un confinement beaucoup plus dur, peut-être pas un cesser de sortir la nuit, etc. Mais il faut le comprendre, parce que derrière, vous n'aurez plus beaucoup de gens qui seront capables de vous soigner, il n'y aura pas assez de lits. On pourra crier au loup comme on a crié, mais si nous, on provoque ce type de pathologie et qu'on le développe, ça devient très dangereux. Mais dans la vie, il y a toujours des lumières qui arrivent. Donc il faut avoir la foi que ces lumières arriveront, qu'on va s'en sortir. Le citoyen a vécu tellement d'histoires dans sa vie personnelle, la France a vécu tellement de problèmes, que la France, elle est capable de se relever et d'aller au combat. On aura toujours des gens qui malheureusement auront perdu leur outil de travail. Je pense surtout à mes petits commerçants, parce que là ils souffrent, c'est eux qui souffrent le plus actuellement, qui n'ont pas la sécurité de l'emploi. Donc quand je vois des critiques absurdes sur les réseaux sociaux, je me dis non, c'est pas ça la vie que je veux, c'est pas la France que je rêve. Je rêve d'une France solidaire, avec la liberté d'expression, mais la solidarité pour moi, c'est la clé de voûte d'un État. Donc je souhaite beaucoup de solidarité, et puis je pense qu'on va s'en sortir. Il faut être combattant. Dans la vie, il ne faut jamais baisser la tête, il faut la relever. On a vécu des épreuves, on s'en sortira. Et il faut faire confiance au gouvernement, lui corriger de temps en temps par la pression de vos élus des erreurs potentielles ou à venir, et dire à un moment, restons sur les choses à l'essentiel et n'écoutons pas les lobbies des grands groupes commerciaux, et restons un peu sur ce qui fait la France. La France, c'est la France des terroirs, c'est la France des villages, des communes, c'est la France où on a créé une vie sociale. Alors le plus dur en ce moment, c'est que la vie sociale, elle subit des secousses énormes, puisqu'on ne nous invite pas à se réunir pas plus de 6, etc. Mais c'est normal, on a fermé les associations, les clubs sportifs. Il faut savoir patienter, et n'oublions jamais, vous savez, il faut des événements malheureusement de cela pour dire que la santé quand même. La santé, c'est l'axe majeur de vivre. Et on a la chance inouïe au Cateau, combien de fois je le dis, de s'être battus tous ensemble pour avoir un pôle de santé unique. Et ce pôle de santé, vous savez, vous allez à Caudry, vous allez au Quesnoy, vous allez dans d'autres secteurs, ils n'ont pas ça, les gens ne savent plus vers qui se tourner. Nous, on a la chance d'avoir des services d'urgence, une maison médicale de garde. Bon, alors quelquefois, il y a des secousses, parce que les médecins aussi
ne sont pas immunisés contre le Covid et quelquefois ils ne peuvent pas prendre leur garde. Donc on a des atouts positifs, restons optimistes et ayons confiance, mais respectons les règles et la loi. Merci. Merci à vous.